Alors je dirais que c'est un sujet typiquement nature-culture, du point de vue philosophique. C'est-à-dire, on se pose la question, comment une donnée naturelle, la division masculin-féminin, est-elle comprise et intégrée dans la culture? Et en fait, on ne voit qu'une intrication entre nature et culture. Et je pense qu'il est pratiquement impossible de démêler de façon définitive ces deux aspects. Pourquoi? Parce que la connaissance de la nature, elle évolue grâce à la science, qui est elle-même en partie une construction culturelle et qui est elle-même conditionnée par la nature. Donc on tourne en rond. On tourne en rond et on ne s'étonnera pas qu'il y a de multiples façons de comprendre l'articulation entre nature et culture et d'arrêter ce fait de tourner en rond par différentes conventions, par différents propos. On est devant des débats sans fin. Alors c'est pour ça que c'est intéressant pour les philosophes et pour les cercles philo, on va pouvoir discuter. Mais enfin, ceci dit, je reconnais que c'est intéressant d'en discuter, malgré ce bouclage en quelque sorte un peu infini. Alors moi je vais me contenter, j'ai plutôt la casquette sciences dures et Camille plutôt la casquette sciences humaines et sociales. Je vais commencer par des remarques de nature biologique. Et alors biologique, ceci dit, je ne suis pas non plus biologiste, donc je parle sous le contrôle des biologistes qui peuvent être présents ici. Alors la vie sur Terre existe depuis 3,8 milliards d'années, c'est ce que les géologues nous racontent. Et on a d'abord eu, pour la vie, des organismes unicellulaires qui n'avaient pas de noyau. On parle de cellules prokaryotes, extrêmement simples, et avec une reproduction asexuée, pourrait-on dire, par simple division. C'est-à-dire qu'on fabrique du même, on parle de scissiparité, on coupe en deux, on fabrique du même et on arrive à un ensemble de cellules complètement identiques, on parle d'un clone, de clone. Alors la reproduction sexuée, elle apparaît il y a environ 1,5 milliard d'années, avec l'apparition du noyau et du matériel génétique. C'est associé. Et on parle de cellules eucaryotes, et vous avez dû apprendre en biologie la méiose, par opposition à la mitose, on pourra en parler si ça vous intéresse, où on distingue les cellules à 2 N et les cellules à N chromosomes en relation avec la sexualité et la différence des sexes. Alors, cette reproduction, quand on parle de la reproduction asexuée, on a quelque chose de très vulnérable, c'est-à-dire qu'on fabrique du même, et ce même, il est très sensible à des variations de l'environnement. Et par opposition, la reproduction sexuée produit une infinie variété. À chaque étape, tout est rebrassé, et cette variété confère à l'espèce une meilleure résistance aux variations de l'environnement. C'est ça que les biologistes nous expliquent comme une sorte d'avantage, une sorte d'avantage important de la reproduction sexuée. Alors nous avons 30 000 milliards de cellules, 30 000 milliards de cellules, et chacune de ces cellules, elle contient cette information sur notre sexe. XY ou YY, ou XX, pardon, masculin ou féminin, porté par une paire de chromosomes. Alors ces chromosomes sexuels ne sont qu'une partie de tous les chromosomes, ils représentent quelques pourcents de l'information génétique totale, ils n'en représentent pas moins quelques centaines à un millier ou plus de gènes, et chacun de ces gènes étant responsable de la formation, de la synthèse de protéines dans le corps humain. Donc je voudrais dire qu'il y a une biochimie différenciée entre hommes et femmes, même si ça concerne quelques pourcents de la biochimie totale, si j'ose dire. Alors cela ne veut pas dire évidemment que le cerveau rose est meilleur ou moins bon que le cerveau bleu, mais il y a une différence de biochimie. Et pour les chromosomes qui seraient identiques venant du père et de la mère, les autres, qui sont en dehors de la paire XY ou XX, il y a un marquage épigénétique, alors on pourra éventuellement en parler en détail, ce que ça veut dire, épigénétique, qui marque l'origine. C'est-à-dire que même si vous avez 2 gènes identiques, eh bien, il y a un marquage pour dire une partie vient du père, une partie vient de la mère. Et il faut ce marquage pour qu'un embryon se développe, sinon il y a échec.
La distinction homme-femme imprègne donc tout notre corps, jusque dans toutes nos cellules. Et c'est cet écart masculin-féminin que nous avons en nous qui nous permet d'être original, qui nous permet d'avoir une histoire, une généalogie. Quel sens aurait la parenté si nous étions tous identiques? Et cet écart entre masculin et féminin, je dirais que c'est aussi une force même au sens physique, qui pousse les hommes et les femmes à se rencontrer pour faire perdurer l'espèce et pour que la situation que nous décrivons se prolonge en quelque sorte. C'est une force très forte à regarder avec humilité et qui est responsable du pire comme du meilleur. Meilleur, créativité, marche en avant, etc. Et cette force, je dirais qu'elle précède même la pensée, la partie inconsciente, et la psychanalyse, par exemple, en rend compte à sa façon. Bon, voilà, je m'arrête là pour l'instant pour ces données en quelque sorte naturelles, au sens large. Alors, moi, effectivement, plutôt un point de vue sciences humaines, en commençant tout de suite par dire une chose, que le genre, en fait, est un de ces mots où si vous réunissez 6 spécialistes pour essayer de le définir, en général, vous avez 15 points de vue différents, parce qu'ils amènent des points de vue pluralistes. Voilà. Donc, je vais d'abord vous donner le point de départ, qui est la seule chose à peu près sur laquelle les différents spécialistes du genre se mettent d'accord. Ensuite, il y a un niveau de raffinement très complexe que je vais très rapidement évoquer. Je pourrais y revenir dans la discussion si ça vous intéresse, mais si je rentre vraiment dans le détail, je vais vous assommer. Et par souci d'honnêteté, par contre, je vais dire comment moi je m'empare de cette notion-là, parce que ça va forcément orienter la manière dont je vais parler après. La toute base, c'est de dire que le genre, c'est pour désigner des distinctions qui sont sociales et culturelles et qui ne sont pas biologiques. Il y a une origine qui est, par exemple, quand on parle du genre grammatical, on peut appeler ceci une caméra ou un caméscope, lapsus intéressant, sans lui demander de changer de sexe. On peut appeler ceci une table sans que ça désigne son sexe. On peut dire qu'il y a une sentinelle dans l'armée, même si dans l'immense majorité des cas, c'est un homme. Voilà. Donc là, on est sur cet usage-là. Après, l'idée d'en faire un usage pour décrire le social, une des genèses, c'est les enquêtes d'anthropologie d'une femme qui s'appelle Margaret Mead, dans le Pacifique, et qui va ramener des observations de dire, par exemple, dans un modèle viriliste occidental, si on prend une chanson de Mistinguett ou d'Edith Piaf jeune, le bon couple, c'est la femme paisible et soumise et l'homme un dur, un tatoué, un violent, quoi. Et elle dit, voilà, moi j'arrive, je fais du terrain dans 2 sociétés des Philippines. Dans une société, le mariage parfait, c'est un homme doux et paisible avec une femme douce et paisible. Dans une autre société, le mariage parfait, c'est une femme violente et agressive avec un homme violent et agressif. À la rigueur, s'ils se tapent dessus l'un l'autre, c'est très bien, ça veut dire que ça marche. Voilà. Qu'elle se dit, à la rigueur, ça veut bien dire qu'il y a des choses qui sont socialement et culturellement construites à ce niveau-là. Après, sur cette base-là, il y a des conflits infinis pour savoir est-ce que le sexe est au départ comme quelque chose de naturel et ensuite on construit du genre dessus, ou est-ce que c'est d'abord quelque chose de culturel et de social, de créer une distinction dans l'humanité et c'est arbitraire qu'on ait choisi le sexe, on aurait pu choisir la couleur des yeux ou la longueur du nez ou quoi que ce soit. Là, voilà, il y a des débats considérables, savoir s'il y a une essence masculine ou féminine ou pas, du féminisme constructiviste, matérialiste, enfin, c'est des détails dans lesquels je peux rentrer, mais là ça serait très long. La manière dont moi je m'en empare, en fait, c'est d'un triple point de vue qu'on peut appeler tocquevillien, donc la référence à Tocqueville, individualiste, j'expliciterai, et d'une approche, dirons-nous, du travail. J'explicite ça. Tocqueville, l'idée d'égalité des conditions, c'est-à-dire que la démocratie moderne, c'est de se regarder comme des semblables, comme des égaux, même s'il y a des différences manifestes, un grand, un petit, un riche, un pauvre, un mince, un gros, des choses comme ça. Sauf que Tocqueville, son idée, c'est que les différences, par exemple entre le serf et l'aristocrate, donc qui sont liés à un régime politique, la démocratie va les remettre en question, mais les différences que lui estime naturelles, donc essentiellement 3, entre blanc et non blanc, entre hommes et femmes et entre enfants et adultes, pour lui elles sont naturelles, donc elles ne vont pas forcément être remises en cause. Ce que montre l'évolution récente de la démocratie, avec les progrès des droits des femmes, des droits des enfants, des droits des minorités, de l'égalité de droits, c'est qu'en fait, même si c'est long, c'est compliqué, la modernité remet effectivement en cause ces distinctions qu'on a longtemps tenues pour évidentes, et plus elles sont remises en cause, plus le terme de genre prend de l'importance. Donc ça déjà c'est un marqueur intéressant. Deuxième point individualiste, c'est-à-dire, et là ça correspond à mon inclinaison philosophique particulière, c'est que je réfléchis toujours avec 2 pôles essentiels que sont l'individu et l'humanité avec un grand H.
et avec toujours une certaine méfiance quand on essaye de définir les gens simplement comme une parcelle d'un groupe, que ce soit la nation, la communauté, le genre, la religion, la génération, quoi que ce soit. Voilà. L'idée qu'il y a toujours beaucoup plus de différences même entre deux individus blancs de la même classe sociale et de la même religion qu'on veut bien l'avoir si simplement on dit les blancs de la classe moyenne. Voilà, cette idée. Et dernier point, l'idée de travail, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles on est, qu'elles soient sociales, politiques, quoi que ce soit, et notre biologie, sont en fait des données de départ avec lesquelles on peut jouer, comme un jeu au poker, en fait, qui est plus ou moins favorable, mais qu'on a toujours une certaine marge de travail sur le jeu qu'on va faire. Et là, je reprends deux idées qu'on retrouve chez Rousseau, d'un petit texte qui s'appelle « Discours sur les fondements de l'inégalité parmi les hommes ». Il dit « Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'humain ? Première chose, l'instinct est très faible chez lui. Il dit chez l'animal, la nature parle très fort et très haut, chez l'homme, il parle très faiblement. Donc, par exemple, l'homme est capable de se rendre fou ou de se rendre malade, de trop boire ou de trop manger, donc d'aller contre des choses que la nature ne lui dirait de pas faire. Et donc, c'est comme ça qu'il naît en étant, en fait, au final, originellement très peu de choses et que ce qu'il est, c'est essentiellement des choses construites. Et l'autre chose, c'est l'idée que l'homme et les sociétés humaines sont inscrites dans l'histoire. Prenez une termitière au temps des pharaons, une termitière en Égypte aujourd'hui, c'est la même. Vous prenez Paris aujourd'hui, il y a 200 ans, vous ne reconnaissez rien. Donc l'idée que, y compris au niveau de la manière de concevoir le vêtement, de concevoir les rapports entre les gens, l'humain construit, mais il ne construit pas à partir de rien, il construit à partir de matériaux qu'il a, puis c'est compliqué, c'est du travail, ça prend longtemps, c'est difficile, mais qui peut se construire comme sujet et construire également la société dans laquelle il vit. Mais que ce n'est pas un pur acte de volonté, il ne suffit pas... Quand on dit qu'un mur est construit, il ne suffit pas de décréter qu'il n'existe pas pour ne pas se casser le nez dessus si on court dans sa direction. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a une dimension de... C'est un travail, travail individuel, travail collectif, travail intellectuel, pour arriver à se saisir de ça. Et mon avis, c'est que le genre est une manière de travailler, en fait, pour ouvrir plus large à chacun le champ de la détermination de ce qu'on appelle la vie bonne. Quelle vie ai-je envie de vivre ? C'est pas parce que je suis une fille que je veux forcément être une princesse, mais c'est pas parce que je suis une fille que je vais m'interdire d'être une princesse. C'est pas parce que je suis une fille que je peux pas gagner Wimbledon, mais il y a une personne par génération qui est capable de gagner Wimbledon. Enfin voilà, des points comme ça. Ces éléments-là. Donc c'est de cette manière-là, moi, que je m'en empare et dont je vais parler, en fait. Chaque fois que je vais prendre la parole. Donc, je préfère... Ça se serait vu, donc j'explicite, c'est plus transparent. Dans une première partie, Camille et moi, nous avons posé un petit peu des éléments un peu factuels, enfin, donc le genre tel qu'il se définit dans la philosophie, tel qu'il le définit lui-même, Camille, et puis plutôt sexe masculin, féminin dans la biologie. Et ensuite, dans une deuxième partie, Camille et moi, nous proposons de donner plus d'éléments de débat. Les éléments de débat sont déjà un peu là, il faut bien reconnaître, comme tu dis, Christine. Alors, disons que moi, n'ayant pas de culture en matière de philosophie du genre, je voulais rajouter quelques considérations un peu épistémologiques, un peu générales, si j'ose dire, qui vont peut-être aussi alimenter le débat. C'est pour dire que quand nous organisons notre connaissance du monde, nous sommes à l'intérieur du monde, nous ne pouvons pas le regarder de l'extérieur, et nous faisons des dichotomies. Nous faisons des dichotomies A, non A, qui sont en partie imposées par la nature et imposées par le fonctionnement même de notre rationalité. Et disons que je dirais que la pensée de la différence et la pensée de la ressemblance ne peuvent pas se séparer. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une discussion sans fin. Mais bien sûr, certaines inégalités intolérables doivent être supprimées. Mais alors, je veux dire que quand on parle de la différence entre hommes et femmes, c'est qu'on a déjà regroupé hommes et femmes comme semblables par rapport à d'autres êtres vivants, par rapport à des primates, etc. Et on décide à chaque fois de privilégier tel ou tel point de vue pour discuter, sachant qu'on s'emboîte dans tout un système de dichotomie enchevêtrée. Alors, justement, pour me situer par rapport au débat d'aujourd'hui, moi, je suis effectivement d'un côté de la dichotomie qui nous occupe, et je sais que l'autre côté subit des injustices, éprouve des souffrances intolérables. J'ai peut-être contribué sans le savoir à cet état qu'il faut changer. Et les études faites aujourd'hui sur la question du genre me mettent devant un examen de conscience. Alors, la division masculin-féminin est une richesse, mais aussi une frustration, un manque. Chacun a des possibilités que l'autre n'a pas. Certains peuvent chanter en basse, d'autres en soprane. Mais bon, pour qu'un chœur fonctionne bien, il faut des bonnes basses et des bonnes sopranes aussi.
Alors, est-ce qu'on peut parler au niveau philosophique de complémentarité au sens quasiment de la physique, c'est-à-dire réunion de contraires, voire d'opposés? Alors, cette question me met devant l'altérité de façon aiguë. Certes, cette altérité, dont d'ailleurs parlait un peu Camille tout à l'heure, je la ressens je la ressens devant toute autre personne, mais je la ressens de façon un peu plus aiguë peut-être dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Alors je dois effectivement essayer de l'analyser, de la comprendre, comme ce que nous faisons maintenant, mais en même temps, je dirais que je dois aussi renoncer à comprendre complètement l'autre. C'est l'acceptation de la véritable altérité qui me dépasse, et pour moi c'est le fondement d'une certaine éthique. Donc dire à la fois que je cherche à comprendre et que je renonce à comprendre, ça fait contradictoire, mais c'est aussi une façon de dire qu'on n'a jamais fini d'en discuter. Voilà, c'était ça que je voulais rajouter, et maintenant Camille va peut-être reprendre ça de son point de vue. Ouais, très brièvement, hein, pour laisser quand même pas mal de temps aux questions, ça particulièrement intéressant aussi. Pour reprendre un peu la question de Christine, dans quelle mesure est-ce que ça participe de lutte? Assurément, historiquement, ça participe, puisqu'en fait, le livre le plus important, considéré comme le plus important, le plus décisif sur ce point, c'est le livre de Beauvoir, Le deuxième sexe, et la fameuse phrase, décidément les lapsus, on ne naît pas femme, on le devient. Et la distinction entre ce qu'elle appelle la femelle, qui est la dimension biologique, qui ne distingue pas tellement l'homme de l'animal, et la femme, au sens qu'on emploie dans la langue humaine et au sens également social, toute sa critique de ce qu'elle appelle l'éternel féminin, enfin ces éléments-là. Mais encore une fois, moi je pense que ça s'inscrit, en fait, c'est un élément d'une évolution beaucoup plus large, et si je devais le dire d'une certaine façon, ça serait la question de savoir si la nature, telle qu'elle est, constitue un argument. Je donne un exemple très vite. Si je vous argumente devant vous un choix politique et que je vous dis mais vous voyez bien que j'ai raison, dehors il fait mauvais, vous allez me prendre pour un fou. Parce que vous considérez qu'un argument simplement sur décrire la nature telle qu'elle est à un moment donné, ce n'est pas un argument. Vous attendez un argument fondé en raison, ou fondé en éthique, ou fondé en morale. Et en fait, cette idée que, puisque la nature est comme ça, elle doit bien avoir une raison et il faut le respecter, on retrouve par exemple exactement de la même façon la remise en question de cette idée-là par Beauvoir, et à la même époque la remise en question de cette idée-là dans ceux qui combattent le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, puisque un des arguments du parti Afrikaner qui à l'époque défend l'apartheid, c'est si Dieu avait voulu que les hommes que les blancs et les noirs vivent ensemble, il les aurait créés de la même couleur. Voilà. Donc il y a cet élément où si la nature avait voulu, c'est pas forcément Dieu, ça peut être des gens athées qui disent la nature en fait nous envoie des petits signaux. La nature fait des épines sur le hérisson pour qu'on ne le touche pas, et fait des différences pour qu'on ne considère pas que les gens sont égaux ou pareils. Voilà. Et à mon sens, l'idée de considérer que ce genre d'argument n'en est pas un, et qu'en fait la question de savoir la bonne conception de la vie bonne, c'est celle que les gens ont pu eux-mêmes se choisir et se donner des chances d'atteindre, qui sont déterminées dans les cartes qu'ils ont dans leur jeu, mais pas forcément dans la manière dont ils vont les jouer. Cette idée inclut la question du genre, inclut la question des relations entre les cultures. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que dans le monde universitaire américain, actuellement, il y a une très forte prégnance de ce qu'on appelle les études intersectionnelles, c'est-à-dire gender studies, les études de genre, cultural studies, les études sur les différents types de cultures. Et on a ce qu'on appelle, par exemple, le black feminism, donc qui est du féminisme intersectionnel, qui se dit qu'est-ce que c'est de vivre dans la société américaine quand on est à la fois femme et noire. Et on n'a pas effectivement forcément les mêmes chances au départ que quelqu'un qui va être femme et blanche. Et moi, la critique toujours que je fais là-dedans, c'est mais oui, mais si on rentre encore dans le degré de détail entre les différentes personnes, une femme noire, fille d'Oprah Winfrey, n'a pas les mêmes chances dans la vie qu'une femme noire qui naît dans un ghetto américain. Voilà. Nécessité de descendre dans un degré de détail. Donc oui, ça participe de ces luttes-là, mais à mon sens, ça participe plus généralement de la lutte des individus, quelles que soient leurs coordonnées personnelles, pour pouvoir revendiquer le fait que la bonne vie pour eux, c'est pas la vie à une place qui serait déterminée par un ordre qui soit divin, naturel, cosmique, ce que vous voulez, mais la vie qu'ils se sont choisis. Je m'arrêterai là. J'aurais une question sur les langues. Qu'est-ce qu'il faut penser que les langues sexues attribuent des genres ou les attribuent partiellement? Est-ce qu'une langue qui n'attribue pas de genre, féminin, masculin, est-ce que cela veut dire que le peuple n'a pas cette conscience aussi exacerbée que d'autres?
Et quid du genre neutre dans certaines langues? Alors, sans prétendre être un grand linguiste là-dessus, alors je vais vous répondre, hein, mais je fais en deux parties, je botte en touche et puis je me mouille après. Il y a un livre extraordinaire là-dessus, qui est un livre qui s'appelle La ministre est enceinte, qui est un livre de Bernard Cerchiglini, qui lui est linguiste, qui travaille depuis 30 ans sur ces questions-là, et qui est vraiment facile à lire et fantastique là-dessus. Donc, après avoir botté en touche et renvoyé sur quelqu'un de plus compétent que moi, je réponds un peu. Il y a à la fois l'histoire propre des langues qui, à mon avis, ne permet pas forcément de déterminer un degré de féminisme préétabli des différentes cultures. Mais encore une fois, il y a beaucoup la manière dont on s'empare de la langue et les évolutions qui marquent la langue me semblent être particulièrement intéressantes pour saisir cette évolution et cette importance du genre. Exemple typique, quand Assia Djebar, académicien, vous comprendrez pourquoi je dis ça, française, meurt, c'est nous avons le regret de vous faire part de la mort de notre confrère, l'académicien Assia Djebar. Et l'Académie française a fait un aggiornamento maintenant en disant que quand des académiciennes mourraient, on dirait consoeur et on dirait académicienne. Et il y a l'idée de, quand on parle d'une personne particulière, de plus en plus les langues, et toutes les langues, en tout cas occidentales, évolue vers le fait de pouvoir marquer si la personne a vécu sous un genre masculin ou féminin, et aussi la recherche de termes qui peuvent marquer qu'on s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes. Par exemple, la vieille forme du français c'est-le, C-E-2-L-E-U-X, qui ressort, alors plus personne l'utilisait, moi je l'ai utilisé dans le dernier texte que j'ai écrit, pour pas dire celles et ceux. La dernière fois que j'ai dû parler de fraternité dans un texte, j'ai parlé d'adelphité. Ce qu'on retrouve dans Philadelphie aux États-Unis, qui veut dire ville de l'amour fraternel, mais entre hommes et femmes. Avec cette idée qu'on parle de mariage philadelphe pour les mariages entre frères et sœurs en Égypte. Donc l'idée, c'est les frères et les sœurs. Donc au niveau du degré de féminisme initial des langues, je ne suis pas capable de répondre, mais au niveau des évolutions récentes, c'est, pour faire une formule un peu polémique, mais c'est un des domaines de l'extension du domaine de la lutte dans ce domaine. Il a été dit cerveau bleu et cerveau rose. Ça fait un peu bondir parce Oui. que ça n'existe pas. Et c'est bien de le dire. Enfin, Oui. Travaillant dans une ludothèque, donc dans le monde du jeu, et si vous regardez actuellement dans vos boîtes aux lettres, tous les catalogues de jeux qui arrivent, il n'y a que des cerveaux bleus et des cerveaux roses. Les cerveaux bleus sont beaucoup plus importants. Vous regarderez les pages bleues et vous verrez qu'elles sont plus nombreuses que les pages roses, parce que les petites filles sont toujours réduites à la fonction maternelle et de ménage. Oui, mais d'ailleurs, oui. Donc c'est pour ça que j'interpellais un peu, parce que Bien sûr. travaillant là-dessus, on se bat pour que les emballages ne soient plus bleus et roses, pour que l'enfant puisse faire ses choix sans être préempté oui. par la couleur qui lui est présentée, et idem pour les adultes et parents qui font des achats ou qui nous demandent quand ils rentrent dans la ludothèque où sont les jeux pour les garçons. Nous n'en avons pas. Oui, je voulais juste dire, à propos des jeux et des couleurs, que de façon étonnante et même paradoxale, la division des couleurs s'est accrue depuis l'âge de mes enfants. Quand j'avais mes enfants, quand on cherchait des Legos, eh bien on pouvait prendre des Legos variés. Et aujourd'hui, il y a carrément des stocks de Legos pour les garçons, des stocks de Legos pour les filles, qui sont très différenciés, alors qu'avant, ils n'étaient pas aussi différenciés. Donc je suis un peu étonné qu'avec l'apparition de la réflexion sur le genre, cette division se soit accrue par rapport à ce que j'ai connu pour mes propres enfants. Alors, si je peux vous répondre un tout petit peu, ce sont les fabricants qui donnent aussi cette orientation, parce que quand on met des Legos roses, ça fait plus vendre que quand on a des Legos dans une boîte rouge ou orange. Vous avez parlé d'inégalités intolérables, mais je voulais savoir s'il y avait des inégalités tolérables. C'était peut-être une formule à un moment donné. Effectivement, non, mais peut-être qu'il y a des inégalités. Par exemple, moi je pourrais avoir envie de chanter comme une soprane et d'être adulé comme une diva, mais je ne pourrais pas. C'est une inégalité que je dois tolérer d'une certaine façon. D'accord. Voilà. Oui, merci. Et l'autre chose. Pardon ? Et l'autre chose, il me semble que vous êtes sur ce qu'a
si j'ai bien compris, indiqué Pinker, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ardoise vierge, et nous serions en quelque sorte câblés, pour prendre une analogie, dans une très grande proportion, qui fait que la couche, quelle est la part de ce qu'on appelle l'inné et l'acquis? Est-ce que cette différenciation biologique est surmontable pour ceux qui voudraient la surmonter, et est-ce qu'elle n'a pas d'importance pour ceux qui en quelque sorte, qui y passeraient une couche de culture, et du coup, qui pourrait faire disparaître la couche de biologie, enfin le substrat de biologie. Mais disons que la biologie, en termes de gènes, c'est de l'ordre du pourcent qui différencie un homme d'une femme, un masculin du féminin. Mais ce pourcent, je suis désolé, mais je ne peux pas le changer. Il est inscrit dans mes cellules. Bon, il y a une action. Alors, si je ne peux pas tirer argument de ce pourcent pour pouvoir justifier une inégalité, une oppression. C'est ça que je veux dire. C'est toujours à remettre sur le métier, toujours à discuter, bien sûr. Mais c'est un débat, je ne dirais pas sans fin, mais on doit... Si je devais dire dans mon propos que je peux annuler cette division, ça serait m'anéantir, puisqu'elle est inscrite dans toutes mes cellules. Donc, je suis amené constamment à remettre sur le métier cette discussion et à voir si tel ou tel fait social est intolérable, corrigible ou pas. Je veux dire, mais je ne justifierai pas telle oppression par cette division. Mais à telle autre occasion, elle pourra se manifester. C'est un sujet riche et complexe, mais je peux quelquefois être un peu surpris de propos qui pourraient tendre à dire qu'on va annuler cette différence. Voilà. Il faut bien comprendre que l'identité, dans l'identité de chacun, il y a le sexe et le genre. Et que c'est deux choses qui sont totalement distinctes par le fait que le sexe, c'est les chromosomes X, Y ou XX. Et que le genre, en fait, il évolue tout au long de notre vie. De par le fait que par nos combats féministes, on va être perçus comme des hommes, entre guillemets. Ou parce que un homme va se sentir femme, ou une femme va se sentir homme. C'est quelque chose qui va évoluer pour chaque individu tout au long de sa vie. Et je pense que pour moi, le genre, c'est pas quelque chose sur quoi tout le monde est d'accord en soi. Parce que moi par exemple, pour ma part, je suis issue d'une culture très conformiste, mais de par mes lectures, je suis très paradoxalement anticonformiste. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué, mais je pense que c'est deux choses qu'on doit totalement distinguer pour justement faire avancer ce débat-là. Oui, mais effectivement, disons que le peu que petit à petit, en écoutant Camille, en lisant quand même un petit peu de choses, je me rends compte qu'il ne faut pas trop vite, effectivement, d'une certaine façon, lier sexe et genre. Voilà. Et c'est ça qui me fait faire des progrès aussi, d'une certaine façon. Il ne faut pas que je... Mais bon, voilà, c'est une façon de... Mais d'ailleurs, j'étais intéressé par ce que Camille disait tout à l'heure en disant c'est une façon de discuter des problèmes d'éthique, de discuter de la vie bonne, de discuter ma place dans la société. C'est une façon que je prends. Elle est bonne à prendre parce qu'elle me fait avancer sur cette réflexion sur ma place dans la société, etc. Voilà, je la prends comme ça. Bon, alors, peut-être que quand j'étais plus jeune, j'identifiais peut-être un peu trop vite sexe et genre, et maintenant, voilà, on me fait progresser, et voilà. Si je peux rebondir une seconde sur ce que vous avez dit, que je trouve vraiment très intéressant, pour en discuter avec vous, voir si c'est une idée qui peut vous parler. Je me dis... Aujourd'hui, j'imagine que c'est quelque chose que vous partagez, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous ne vous demandez pas quels sont ses quartiers de noblesse, par exemple, est-ce qu'il avait des ancêtres nobles ou pas. Il y a 250 ans, à la cour de Versailles, vous le seriez tous demandé, pas parce que vous êtes des personnes qui ne sont pas valables moralement, mais parce que vous étiez pris dans un certain système de valeurs. Moi, ce que j'essaye de faire, je ne prétends pas que j'y arrive tout le temps, c'est de jamais regarder les personnes avant tout en me disant c'est un homme ou c'est une femme, ou c'est un blanc ou c'est un noir, ou quoi que ce soit, de se dire avant tout c'est un individu. Et ce que cet individu, à la rigueur, je vais donner
une référence qui est horrible, je suis désolé, c'est la patate sans rien du monsieur patate. Et ce qui va coller dessus, non seulement ça va changer dans toute sa vie, il n'aura pas toujours la même profession, il peut être athée puis avoir une révélation, il peut être mystique et perdre la foi, il peut être homme puis femme, il peut être hétérosexuel puis homosexuel, puis pansexuel puis bisexuel, peu importe. Mais c'est un individu et à la rigueur, il est qui il a envie de me dire qu'il est et comment il se ressent. Et c'est hyper dur d'arriver à voir simplement les personnes comme ça. Je veux dire, apprendre à jouer du violon ou à lancer le javelot, c'est dur aussi. C'est pas parce que c'est dur qu'on peut pas essayer de travailler pour y arriver. Et que c'est vraiment au sens un travail, mais au sens un travail sur soi en fait, un travail. Voilà. Je sais pas si ça, ouais, si ça consonne avec ce que vous vouliez dire. Oui, de par le fait que l'identité change en soi, enfin que voilà, le sexe est défini, enfin le sexe, je parle de chromosome XY et XX, et le genre qui lui, avec l'identité de chacun, évolue tout au long de notre vie. Voilà, c'est tout. Merci, monsieur. Alors, du coup, je l'avais peut-être pas assez vocalisé, c'est madame. Pardon, excusez-moi. Merci. Oui, du coup, pour revenir sur cette idée, du coup, j'imagine que vous l'avez déduit, mais oui, c'est un travail, et en soi, le travail a beau être, enfin, je veux dire, on peut le trouver aussi essentiel qu'il soit, faut pas être découragé de sa difficulté, ni même en soi mal réagir aux reproches qui pourraient être faits à un éventuel échec de ce travail ou un blocage, parce que, encore une fois, même lorsqu'on est concerné, c'est déjà très compliqué d'en sortir. C'est très compliqué de se débarrasser de toute cette partie qu'on a intériorisée, qui est de vraiment assigner un genre à l'individu qu'on a en face déjà. En plus de ne pas lui assigner un genre qui respecte forcément une quelconque binarité. Donc on sort, enfin c'est un travail évidemment à faire. Et du coup, pour revenir à ce que disait, à la question que je voulais initialement poser, c'était si du coup cette sorte de paradoxe de l'anéantissement auquel vous arriviez n'était pas lié entre autres à une question de termes employés, parce que dire que le karyotype définit votre le fait que vous soyez homme ou femme, ou votre masculinité, votre féminité, à mes yeux c'est un abus de langage qui vient de l'amalgame qu'on a créé entre le genre et le sexe dans la construction de la société. Parce qu'évidemment, lorsque je regarde par exemple mon chat, jamais je ne dirais qu'il s'agit d'un chat homme. Lorsque je vais chez une amie, je dirais jamais qu'elle a un chien femme. Je dis bien qu'il s'agit d'un mâle, d'une femelle. Oui. Et le fait d'employer une distinction diverse chez les êtres vivants est en quelque sorte une recherche, apporte de la légitimité à l'amalgame entre sexe et genre. Et que si l'on vient à effacer cette idée que masculin et féminin sont inscrits dans les gènes, on n'arrive potentiellement pas à ce paradoxe de l'anéantissement. Alors voilà, c'était une question, mais à laquelle du coup vous ne pourrez répondre que j'imagine plus tard, après avoir réexaminé. Est-ce que vous avez des pistes de réponse avant peut-être de prendre la question? Si je peux, sur un 30 secondes là-dessus, sans prétendre faire un truc complet en 30 secondes, mais il me semble que pour des raisons compliquées qu'on peut discuter, la distinction, pour essayer de rentrer dans la distinction de termes que vous posiez bien entre mâle et femelle, là, donc, a été une ressource pour l'espèce humaine pour penser deux choses qui pour elle étaient compliquées, qui étaient l'harmonie parfaite et les limites absolues. Donc on a d'un côté le mythe de l'hermaphrodite dans la mythologie grecque, c'est-à-dire l'image archétypale de la complémentarité parfaite, et après on a la fameuse maxime du parlementarisme anglais, le Parlement peut tout sauf changer un homme en femme. Les limites extrêmes de l'action politique. Quand on cherche une métaphore en fait pour exprimer l'extrême complémentarité ou l'extrême altérité, c'est souvent, si on fait de l'histoire culturelle, sur ça qu'on s'est appuyé, et ça a contribué à enfoncer très profond cette distinction effectivement qu'on fait spontanément dans certains cas et qu'on ne fait pas avec le chien homme et la chienne femme, et qui effectivement, comment dire,
ça donne pas la réponse à la problématique que vous soulevez, mais ça explique un peu le socle sur lequel, à mon avis, elle peut être pensée. Pour enchaîner avec ce que vous dites, les Grecs que vous évoquez n'hésitaient pourtant pas à faire jouer des rôles de femmes par des hommes sur les scènes de théâtre. Donc ils admettaient parfaitement ce jeu. D'autre part, pour ce qui est des codes amoureux, il y avait une valorisation de l'amour entre hommes, peut-être plus que de l'amour hétérosexuel. D'autre part, pour ce qui est du rapport à la biologie, alors je rapporte sans avoir des connaissances très précises là-dessus, mais une ancienne collègue de biologie l'autre jour me disait qu'il y avait 1 pour 1000 d'individus, ce qui n'est quand même pas négligeable, dont le sexe est indéterminé biologiquement. C'est-à-dire qu'il y a une ressemblance entre certaines parties du corps féminin et du corps masculin au niveau du sexe. Il y a des individus, effectivement, qui, par leur nature, on va dire, au sens biologique du terme, ont un sexe qui n'est pas franchement masculin, pas franchement féminin. Et c'est 1 pour 1000, donc c'est quand même beaucoup relativement. D'autre part, une question que je voudrais poser aussi, c'est est-ce que finalement on n'a pas un peu trop délaissé la question qu'est-ce qui fait l'humanité en chacun de nous? Autrement dit, quel que soit, qu'on soit entre deux sexes, qu'on soit de sexe féminin ou de sexe masculin, l'important, est-ce que c'est pas surtout qu'est-ce qui fait l'humanité en chacun de nous? Enfin bon, ça c'est un point de vue universaliste, mais enfin, pour ma part, j'y tiens. À ce point de vue universaliste. Juste pour compléter là, ce qui vient d'être dit sur effectivement ces enfants qui naissent avec un questionnement sur l'identité à donner, ça fait partie de combats qui sont menés aujourd'hui par ces personnes qui ont été opérées, parce qu'un choix a été fait, et ça veut dire un choix a été fait forcément par les parents, souvent avec d'ailleurs l'encouragement des médecins, c'est-à-dire qu'on a besoin de donner une identité sexuée dès la naissance. Et ça renvoie à la deuxième question, qu'est-ce que c'est qu'être humain? Est-ce que être humain, on ne le réduit pas initialement, effectivement? Mais c'est une réduction. Tout à fait. C'est une réduction, non, parce que si on dit qu'est-ce que l'humanité en chacun de nous, on s'élève tout de suite sur un plan éthique. Et on dépasse la question de la différenciation biologique, homme, femme, transgenre, etc. Enfin, il me semble. J'ai juste envie de rajouter que sur la question des opérations, l'OMS a défini comme des mutilations les opérations qui sont faites notamment en France. Oui, donc même si les équipes médicales se le permettent, oui, tout à fait. On est quand même sur une problématique et un combat, comme je disais, voilà, qui est encore à mener, puisqu'il y a des personnes qui demandent réparation aussi auprès des services médicaux. Ce qui prouve bien que c'est une assignation sociale. Tout à fait. L'assignation sexuelle. De là en faire une identité, c'est on assez construit violent, l'identité à partir de la biologie. C'est le socle sur lequel on va former, construire cette... Effectivement, vous avez bien dit qu'il y a 1 pour 1000, j'en ai pas parlé, effectivement, de personnes au niveau chromosomique qui ont une indifférenciation. Alors, qu'est-ce qui fait l'humanité en chacun de nous? C'est une question importante. Enfin, disons, si on s'intéresse, c'est ce que je disais tout à l'heure, de notre connaissance par dichotomie, par notre organisation du monde par dichotomie, c'est-à-dire que si on s'interroge sur la différence entre les hommes et les femmes, entre le masculin et le féminin, entre les mâles et les femelles, tout ce qu'on veut, c'est aussi parce qu'on a déjà fait un groupe qui nous a séparés des autres primates, des autres êtres vivants. Et bon, là aussi, c'est une discussion sans fin, mais qui est très intéressante. Qu'est-ce qui fait notre humanité par rapport à ces autres êtres vivants qui aussi ont leur dignité, en quelque sorte? Camille, quelque chose Oui, très rapidement, parce que c'était une question très dense, mais sur les Grecs, il y a déjà entre les différentes cultures grecques, par exemple entre Athènes et Sparte, des manières de considérer ça qui sont très différentes. Et il y a aussi l'idée que ces deux visions qui sont considérées comme complémentaires, c'est-à-dire que la pédérastie est une relation entre égaux, puisqu'entre citoyens grecs est censée être désintéressée, puisqu'on ne vise pas à produire un héritier à qui transmettre son bien. Le mariage, qui est par ailleurs pratiqué par les mêmes citoyens grecs, est une relation qui procède essentiellement de l'économie domestique, une relation inégalitaire, et qui est une relation du maître au sens du maître comme le maître de ses esclaves ou de ses clients. Donc il y a ce premier point-là. Sur la question des frontières, il y a effectivement quelque chose,
de la dimension des fois absurde sur laquelle on retombe sur ces frontières. Le monde du sport en ce moment est dans des débats byzantins là-dessus, avec par exemple des athlètes femmes hyper androgynes comme Caster Semenya, à qui on reproche, alors qu'elle est une femme, de produire naturellement trop de testostérone, et on lui dit vous êtes dopé. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'effectivement très compliqué. Et la question de l'humanité de l'homme, moi c'est à ce niveau-là, à la fin de mon premier propos, que j'avais essayé de l'apprendre avec les 2 critères de Rousseau. L'homme est très peu déterminé en nature, l'homme se produit lui-même dans le temps. L'homme, pas au sens genré, l'homme au sens l'être humain. Et effectivement, à mon avis, c'est... Comment dire ? Il me semble possible, condition de certain nombre de conditions, d'avoir au caryotype le même rapport qu'à la loi de la gravitation qu'on a appris, on y est toujours soumis si on saute par la fenêtre, mais on a appris à la violer en avion. À peu près le même, moyennant certaines médiations, tout en l'utilisant, parce que là je m'aventure sur un terrain où je ne suis pas bon, situation de vulnérabilité. Oui, j'ai entendu avec intérêt ce qui a été dit. Moi, je pense que c'est comme une caricature pour faciliter, censé faciliter, mais quand on indique l'individuation, c'est ça qui permet de dépasser. C'est-à-dire quand on est au niveau de l'individu, quel qu'il soit, animal, homme, etc., et qu'on le considère pour ce qu'il est, ce qu'il a voulu devenir, ou ce qu'il se projette de devenir, bon, on n'a plus besoin de genre, on n'a plus besoin de sexe. À la limite, le genre n'est pas concomitant au sexe. C'est le genre, je veux dire, c'est notre individuation qui émerge, qui s'impose à la société et qui, à ce moment-là, permet par le haut, de sortir de cette impasse. Parce que si on considère que le genre, c'est le sexe, le genre, c'est bien autre chose. Le genre, c'est l'appétit de l'art, c'est ce que l'on veut devenir, c'est la vie rêvée qu'on se projette. Et l'individuation, moi, ça m'a beaucoup surpris, parce que c'est pas l'individualisme, c'est tout autre chose. C'est être intégré et reconnu dans la société pour ce qu'on est. Et je trouve que c'est échappé. Cynthia Fleury en parle très bien, je trouve. Et j'aimerais avoir autre chose. Mais quand je parle d'individualisme, j'en parle à ce sens-là. Hein. C'est pas au sens de la confusion avec l'égoïsme, qui est un jugement moral d'un peu trop penser à soi. C'est l'individualisme, c'est l'idée que les groupes n'existent que pour être des moyens au service des potentialités d'individuation des personnes, puisqu'elles sont conditionnées à un certain nombre de ressources et vulnérables. Voilà. Donc c'est en ce sens-là que je l'emploie effectivement. Rien à enlever à ce que vous avez dit. Mais effectivement, quand on parle de ce qui est spécifique de l'humanité, qu'est-ce qui nous fait homme, etc., en fait, on est... Humain, pardon. Oui, humain. Non, mais il faut penser à la question du langage qui était évoquée tout à l'heure. On est devant une infinité de caractères possibles que l'on peut décliner. Et d'une certaine façon, je dirais qu'à la fois le genre et à la fois le sexe, c'est réducteur. On est devant une infinité de possibilités de nous exprimer, de nous différencier, que ce soit en matière de, je sais pas, d'art, de vie, de métier, c'est une infinité, on n'en a jamais fini. Donc, en fait, je dirais d'une certaine façon, quand on est devant cette question, à la fois genre et à la fois sexe sont réducteurs, peut-être d'une certaine façon. Oui. Je suis d'accord avec ça. Il y a l'idée que c'est des choses qu'on peut utiliser, mais en ayant conscience que c'est simplement des outils heuristiques, c'est-à-dire des outils qui servent à donner du sens. Si je parle d'un peintre cubiste, je ne décris pas l'architecture de sa main. C'est uniquement parce que c'est pratique dans l'histoire des arts de le désigner comme ça, mais il n'est pas que ça, il n'est pas conditionné physiquement par le fait que je le désigne comme cubiste. Je veux dire que si on parle sur l'idée qu'on différencie complètement le genre et le sexe, je trouverais ça bizarre. Je pense qu'il faudrait un autre nom pour le genre pour désigner l'humain, puisque le genre ne serait pas binaire, à ce moment-là, ce ne serait pas le ou la, et il serait juste une infinité de possibilités. Et donc il faudrait un autre nom pour désigner le genre appliqué aux humains. Donc peut-être. Le genre, le là, Oui, mais on est quand même lié à une certaine histoire. C'est vrai que le mot genre, il faut quand même... L'histoire nous le lie quand même au sexe. Mais aujourd'hui, ça déborde. Et peut-être qu'il faudrait un autre mot pour nous aider à mieux... C'est vrai,
pour ordonner notre pensée de meilleure façon, peut-être qu'il faudra un autre mot. Tout à fait. Oui. Ce qui a été fait récemment dans le domaine des orientations sexuelles, le terme pansexuel vient de là. Pansexuel, c'est quelqu'un qui dit je ne me reconnais ni dans l'hétérosexualité, ni dans l'homosexualité, ni dans le fait d'assumer ces deux entièrement et ces deux-là seulement, ce que veut dire le terme bisexuel. Je revendique le fait que mon attachement affectif et mon attirance sexuelle procèdent uniquement de l'individuation de chacun, et c'est un individu en tant que lui, et si ce n'était pas lui, mais même quelqu'un qui a toutes les mêmes caractéristiques, ça ne marcherait pas. Voilà. Donc l'idée, c'est... Juste pour intervenir sur le fait, du coup, comment dire, enfin, défini comme ça, sur la pansexualité, j'ai rien à redire, mais la bisexualité pourrait paraître ne pas reconnaître de non-binarité, enfin un spectre réellement du genre. Or, c'est le cas, et la distinction qui a tendance à être faite du coup par les personnes bisexuelles qui n'apprécient pas d'être affichées comme niant une attirance pour les personnes qui seraient non-binaires, par exemple. C'est tout simplement que si chez une personne bisexuelle, l'attirance peut varier en fonction du genre, du coup, comme vous le disiez, chez une personne pansexuelle, c'est tout simplement, elle est invariante en fonction, elle demeure constante. Chez une personne bisexuelle, c'est juste qu'elle est définie en plus d'un seul point. Précision utile, je suis d'accord. Je suis d'accord. Enfin, si on se place maintenant, je dirais à l'échelle de plusieurs générations, disons que la perpétuation de l'espèce, elle demande malgré tout des cellules de genre ou de sexe différents. C'est comment dire, c'est quelque chose qui est très prégnant dans l'imaginaire là-dessus. Moi, je vais prendre un corpus que je connais un peu, mais qui est la grande idée des deux romans de Houellebecq que sont les particules élémentaires et la possibilité du nil, c'est de s'affranchir justement. Son idée des particules élémentaires, c'est que c'est la reproduction sexuée qui fait qu'on crée des êtres imparfaits, donc mortels et mal fichus. Et l'idée de base de la possibilité du nil, c'est que le clonage est une forme reproductive oui, mais le clonage, en soi supérieure à la reproduction sexuelle. Après, on peut avoir toutes les idées qu'on veut là-dessus, mais à mon avis, moi j'ai tendance à penser que quand que la littérature a cette capacité à investir des sujets avant qu'il soit techniquement possible. Quand Villet d'Adam invente le mot androïde, enfin andréide vraiment chez Villet d'Adam, alors que c'est au début du 19e siècle, il y a une capacité à poser un certain nombre de questions comme ça, sur lesquelles je ne prétends pas avoir un avis, mais ça m'intéresse qu'elles émergent. Oui, c'est des questions qui émergent. C'est dans le meilleur des mondes. Aussi. Bon. Il nous reste 5 minutes. S'il y a encore une question, vous clonez des hommes et des femmes ou des êtres déjà transsexualisés, neutralisés ou encore indéfinis? Dans le cas de Houellebecq, dans la possibilité du nil, c'est des êtres indéfinis et qui ont, pas d'organes d'excrétion de manière générale puisqu'ils fonctionnent par photosynthèse. Dans la possibilité du nil. Disons que oui. Le phénotype dans tout ça, personne n'en parle. Moi, je parle de en général, une référence on a tous littéraire. parlé du genre du sexe, mais pas du phénotype, pas de la castration, par exemple, sur la psychanalyse de vue. Enfin, il y a des tas de choses, des dispositifs lacaniens ou pas, qui posent quand même problème. Alors, c'est sûr que, la théorie psychanalytique, sans prétendre moi-même être bon dessus, il me semble que le fait à la base de placer la question au plan symbolique, la pose de manière entièrement différente. Oui, mais sans issue pour la différence, parce qu'il y en a une de toute façon. Même s'il est institué par la parole, comme dans les langues, disons, je peux être le homme. Oui, je vois ce que vous voulez. Sans difficulté. C'est une question de comme si le point de vue prochain. Ça ne changera pas beaucoup. Mais si je reviens au point neutre, on n'aura que moi. C'est quand même c'est pas un acquis phénoménal. Je ne m'autorise pas à en juger. Du clonage. Je m'arrête là. Ça m'effraie un peu. Je suis également de génération idéologique. Pour moi, Simone de Beauvoir avait tout dit. Il faut affiner ça avec le marxisme, avec tas de choses. Les factoriels suffit.
la politique après vient dessus évidemment. Donc, quant au reste, c'est la liberté individuelle, chacun son sexe, comme disait déjà Deleuze. Ça suffit pour le genre, pour moi il n'a pas besoin. C'est une notion composite, créée de toutes pièces. Récemment, je suis en train de traiter le genre ou l'art pour un manuel. Bon, j'ai refusé catégoriquement le genre. J'aurais pu le faire, mais en disant, avec votre travail, c'est une construction. C'est juste dire que c'est indispensable les différences, parce que si vous figez à un moment donné la reproduction, c'est ce que vous avez dit au début, l'adaptation. Oui, voilà, c'est ça. Mais on fige le temps, on fige un état et on laisse plus la possibilité à la spirale, dans laquelle qui nous dépasse plus, d'aller au-delà. Nous sommes le résultat de l'action de cette différenciation. Et juste pour vous dire, en fait, déjà je trouve ça sympathique que vous appeliez Camille et que vous intéressiez aux gens. Bon, joli. Et pour dire qu'en fait, personnellement, la différence est super importante. Et tant que ça n'implique pas un rapport de dominant-dominé, je m'en fiche et je trouve que c'est toujours valorisant. Je vais vous faire une micro-réponse. Alors, il y avait un plan personnel et un plan théorique dans ce que vous me disiez, donc je fais pire que ça. Quand j'interviens dans des colloques, je fais exprès de pas préciser mon genre, de me laisser mégenrer par conséquent par les organisateurs et d'arriver avec mes 100 kilos, ma barbe et de dire Mademoiselle Rollins aujourd'hui. J'en joue exprès. Je joue avec ça pour montrer justement que sur un simple prénom, des gens y compris qui s'intéressent à ça peuvent catégoriser très vite les gens. Et ça, c'est aussi affaire de génération. Hein. C'est les gens qui sont nés après que Isabelle Adjani ait fait Camille Claudel ou pas loin et qu'on considère que c'est un prénom féminin. Hein. Après la Révolution française, c'était Camille Desmoulins, c'était un prénom. Et de là. Bon, vous arrêtez là, parce qu'on voit que le sujet effectivement est vaste. Votre présence témoigne aussi de l'intérêt de ce type de rencontre. Alors merci à Camille Rollins et Bernard Guy, merci à vous deux. Vraiment.